Où en est-on avec les cerveaux artificiels? Article de Jacques Bergier, toujours dans le magazine Planète, numéro 9, de mars-avril 1963. Aucune machine ne peut mentir. Aucune machine non plus ne peut dire la vérité. G.K. Chesterton. Bilan et avenir des machines à penser. L'automne dernier, une fourmilière humaine s'est accrochée au flanc de l'Himalaya. En transportant des pierres et du bitume dans des petits paniers, des milliers et des milliers de Chinois ont construit des routes pour atteindre le toit du monde, qui n'est plus tibétain. Il se passe là-haut une bataille qui est peut-être d'ordre spirituel, mais ceci n'est pas mon propos. Je veux dire seulement que cette entreprise d'un monde millénaire comme un monde millénaire a ramené l'humanité 5000 ans en arrière. Dans les domaines de la pensée, en notre Occident, l'attitude générale demeure celle de ces Chinois au petit panier. La plupart de nos savants transportent toutes leurs matières premières sous leur crâne. Ils travaillent encore sans l'aide d'une machine. Cependant, nous vivons les dernières heures de cette façon d'être et de faire. L'homme a inventé des instruments qui le prolongent. Sous la mer avec le bathyscaphe, dans le vide cosmique avec la capsule. Les machines auxiliaires de la pensée lui permettent aujourd'hui d'entreprendre des tâches dont son cerveau à lui seul serait incapable. Il faut bien nous entendre sur ces machines que l'on dit à la légère pensante. Si l'homme est une machine, et merveilleuse et encore en partie inconnue, je pense avec Louis Powell que c'est une machine qui ne sera jamais dépassée que par elle-même. Il y a là une quasi-certitude et un vœu. Je ne crois pas, je ne veux pas croire, nous ne voulons pas croire à des machines qui se substitueraient à l'homme. Nous voulons croire à des machines qui aideront l'homme. Dans son évolution psychique, nous voulons croire que l'homme ne passera pas le relais à des monstres d'acier. Tout le problème philosophique est là. Tout le reste est discussion sur le sexe des anges. Pour nous, la pensée artificielle ne saurait se substituer à la pensée humaine. Il y a une donnée certaine. Un cerveau humain n'est pas seulement composé de matière et d'énergie. Il est aussi composé de temps. Il est le produit de 3 milliards d'années de la vie. Qu'il soit de métal ou de cristal, le cerveau que nous fabriquerons aura cette infirmité. Il lui manquera le temps entièrement étalé et assumé de la création. Nous sommes trop jeunes. Dans d'autres mondes, infiniment plus vieux, peut-être les machines se sont-elles substituées aux êtres. Mais revenons ici et maintenant. Il existe déjà des machines dont la patience mentale est infinie, et qui permettent ainsi à la pensée humaine des réalisations nouvelles. Et au-delà de ces premières machines, merveilleuses mais balbutiantes par rapport au possible du proche avenir, nous pouvons concevoir des appareils qui multiplieront l'intelligence humaine, comme l'appel mécanique multiplie la force du bras. Là, réellement, une révolution est commencée, depuis peu. Voici un premier bilan. L'homme qui n'aimait pas le bruit. Les machines auxiliaires de la pensée sont nées en 1642 avec le registre numérique à roues de Blaise Pascal, qui mécanisait l'opération de report lors de l'addition. 30 ans plus tard, Leibniz crée un appareil capable non seulement d'additionner, mais de multiplier, et il employait à cet effet un système de numérotation simplifié, utilisant uniquement les chiffres 0-1. C'est ce que nous appelons actuellement le système binaire. Dans ce système, la suite des nombres entiers s'écrit en correspondance avec la suite des nombres entiers du système décimal. Les nombres écrits en binaire ont environ 3 fois plus de chiffres qu'en décimal. Le système n'est donc pas très pratique pour un cerveau humain. Son emploi est sans rival pour un cerveau mécanique. Au départ, toute machine n'offre qu'une alternative, répondre par oui ou par non, par le signe plus ou le signe moins, par O ou par I. Quand le courant passe, elle donne la première réponse, la seconde quand il ne passe pas. C'est par la multiplication des relais originels que sont édifiées les grandes machines complexes. Au XIXe siècle, les machines du type Leibniz apparaissent sur le marché. Les inventeurs tels que Thomas de Colmar, Léon Bollée, Monroe, Frieden les réalisent. Au XIXe siècle également, un excentrique anglais, Babbage, partagea sa vie entre la construction d'une machine à calculer géante et la lutte contre les musiciens ambulants. Babbage estimait que la cacophonie des chanteurs des rues compromettait le travail intellectuel et paralysait la circulation, la civilisation. Ses ennemis lui laissèrent cependant assez de loisirs pour inventer une machine à calculer utilisant le système du métier à tisser de Jacquard et dont les principes étaient eux-mêmes des machines modernes. Mémoire artificielle ou magasin de nombres, organe arithmétique, organe de commande. Il ne manquait à Babbage que de connaître la lampe à 3 électrodes. Un demi-siècle après, en 1880,
Allwright invente la carte perforée. À la même époque apparaît un second et génial excentrique, l'américain Strowger, et celui qui a hissé les demoiselles du téléphone. Strowger était entrepreneur de pompes funèbres à Chicago. Si Babbage détestait les musiciens ambulants, Strowger avait voué une haine sans merci aux demoiselles du téléphone. Il engagea un de ses neveux à découvrir un appareil permettant d'éliminer les standardistes. Le neveu inventa le commutateur rotatif Strowger qui rendit possible le téléphone automatique. La véritable machine à calculer devenait possible. La carte perforée allait être sa mémoire, la lampe de TSF, les commutateurs, les relais téléphoniques, les neurones de son cerveau. Pourtant, rien ne se passe avant 1937. En dépit des travaux de deux Français, Valta et Couffignal, sur la numération binaire. La première machine moderne est née en 1937 dans une petite université de Philadelphie, la Moore School. Les deux inventeurs, deux savants américains, Eckert et Mauchly, la baptisèrent Electronic Numerical Integrator and Automatic Computer, par abréviation ENIAC. L'ENIAC donc comprenait 30 000 tubes électroniques, c'était énorme pour l'époque. L'importance de l'ENIAC fut double. Introduction de l'électronique dans les machines à calculer, donc possibilité théorique d'opérer à des vitesses voisines de celles de la lumière, et établissement de réservoirs d'informations ou de nombres. C'est ce que l'on nomme la mémoire des machines. Le terme est mauvais, il évoque la mémoire humaine, alors que ces deux mémoires n'ont à vrai dire aucun rapport. L'ENIAC avait été destiné par l'armée américaine au calcul des tables de tir, et ce calcul ne fut terminé que 9 mois après la fin de la guerre, et l'armée se désintéressa de l'appareil. L'un des plus grands génies de notre époque. Toute science connaît des périodes d'accélération, bouillonnement des idées, convergence des inventions, multiplication des réalisations. La décade 1937-1947 fut décisive. L'Institut de recherche avancée de Princeton publia le 28 juin 1946, sous la signature de John von Neumann, Arthur V. Burks et Hermann H. Goldstein, la communication décisive pour l'avenir de la pensée électronique. Elle décrivait la technique du programme enregistré. Il s'agissait de doter la machine non seulement des nombres qui vont constituer sa mémoire, mais encore de l'intelligence de leur utilisation en fonction de la demande. La technique permet à cette machine de calculer elle-même le nombre qu'elle ne possède pas en mémoire et dont elle peut avoir besoin pour son travail. Un programme enregistré n'est pas nécessairement une série d'opérations linéaires, se suivant comme les maillons d'une chaîne. Il devrait pouvoir comporter des branchements, des instructions modifiant d'autres instructions. Dans cette décade décisive sont nés, en même temps que les rouages essentiels des machines modernes, les procédés permettant leur instruction. Les Anglais et les Américains inventèrent le tambour magnétique. Au National Bureau of Standards, le docteur Alexander réalisa des mémoires dans lesquelles les signaux sont des ondes élastiques se propageant dans du mercure. À l'université de Manchester, l'utilisation des tubes cathodiques conduisit à la réalisation de mémoires dites électrostatiques. Pour la première fois, les machines se débarrassèrent des cartes et des rubans perforés au profit de dispositifs dignes de l'électronique. De cette époque datent également les premières études sur les conceptions logiques rendant possibles les machines modernes. La plupart de ces conceptions sont dues à l'un des hommes les plus extraordinaires de notre époque, John von Neumann. Ce mathématicien d'origine hongroise fut jusqu'à sa mort en 1960 le cerveau des États-Unis, aussi bien pour l'économie intérieure que pour la défense nationale. Son importance était telle que lorsqu'on le vit perdu, un cancer étrange à évolution imprévisible, provoqué probablement par des doses successives de radiation reçues lors d'une inspection de réacteurs nucléaires. Les hommes les plus éminents des États-Unis, du président au plus haut fonctionnaire, se succédèrent à son chevet. Avec une énergie implacable, cet homme torturé par la pire des douleurs, le dominant de toute la puissance de son cerveau, donna des instructions à la fois pour la poursuite de recherches les plus secrètes et pour le développement industriel et économique d'un système social où les crises économiques ne se produiraient plus. Von Neumann était arrivé à des concepts généraux englobant à la fois la physique et la physiologie à partir de recherches sur la théorie des jeux tels que le poker, les échecs, les dames. Certaines applications de ses travaux, qui généralisent la notion de stratégie, lui ont permis de créer la théorie des machines électroniques. Aussi important que E égale mc carré. À leur origine, les machines auxiliaires de la pensée étaient conçues uniquement comme machines à calculer. Le calcul est certes important,
L'homme construit des ponts, des sous-marins atomiques, des capsules spatiales, des avions et des automobiles. Pour construire, il doit calculer. Les machines, d'abord conçues pour l'aider dans ce travail, continuent à remplir cette tâche. C'est ainsi par exemple que la calculatrice Gamma 60 de la compagnie Boulle a calculé les formes et les lignes d'eau du paquebot France, les plans de vol de Caravelle, la bombe atomique de Reagan. Dès 1947 cependant, on s'aperçoit que les machines peuvent traiter autre chose que des nombres, n'importe quelle information. L'information est une notion générale due à Léo Szilard, Claude Charron et Léon Brillouin. Les chiffres ne sont qu'une des formes de l'information. La danse des abeilles, le langage, la musique, l'art et les messages codés en contiennent également. Dès que l'information, quelle qu'elle soit, put être définie mathématiquement, on comprit que les machines pouvaient traduire une langue en une autre, rechercher un mot dans un livre, déchiffrer un message dont le code est inconnu. L'information n'est ni de la matière ni de l'énergie. Sa définition mathématique est simple, étonnamment simple, quand on considère l'importance de cette notion. La quantité d'information est le logarithme du rapport probabilité d'un événement ou d'un état après la réception d'un message, probabilité d'un événement ou d'un état avant la réception d'un message. Cette formule est aussi importante pour l'avenir de l'humanité que le E égale mc carré d'Einstein. Entre les mains d'un mathématicien compétent, elle permet à la fois de montrer pourquoi les mots croisés sont possibles, de déchiffrer la danse des abeilles, de calculer une ligne téléphonique, d'établir un circuit radioélectrique permettant de communiquer avec Mars ou Vénus, de construire une machine à calculer traitant réellement de l'information et non pas uniquement de nombres, une machine pouvant jouer aux échecs, danser, apprendre, traduire, analyser. Une telle machine n'est certes pas pensante, je rappellerai cette notion autant de fois qu'il le faudra, mais elle est suffisamment souple, dotée de suffisamment de finesse pour devenir véritablement l'auxiliaire du cerveau humain, pour donner à ce cerveau des pouvoirs nouveaux. La pensée contre le temps. Après 1947, le déluge. Des machines nouvelles apparaissent chaque année. Leur rapidité est de plus en plus fantastique. Bendix vient d'annoncer un appareil expérimental qui traitera 100 millions d'informations par seconde. Il utilisera la toute dernière acquisition de l'électronique, la diode tunnel. Il s'agit d'une lampe solide, comme le transistor, mais infiniment plus rapide. Un tel appareil ne sera plus limité que par la vitesse de la lumière. Il manipule l'information avec une rapidité et une subtilité supérieures à celle du cerveau humain. Il pourra suivre les phénomènes qui se déroulent à l'intérieur d'une bombe atomique avant même que celle-ci ait fini d'exploser. Les calculatrices à diode tunnel ne sont pas encore en vente, mais les ensembles calculateurs actuellement disponibles, les Gamma 60 par exemple, réalisent des prouesses ahurissantes. L'un d'eux parvient à traiter, au comptoir national d'escompte de Paris, 30 000 effets par jour en 4 heures de travail environ. Le même travail aurait exigé naguère 100 personnes en permanence. Dans le courant de 1963, toute la comptabilité des titres déposés par la clientèle sera prise en charge par le Gamma 60. Plus d'1 million de dossiers seront gérés automatiquement. Le Gamma 60 déclenchera les crédits de coupons et toutes les opérations sur titre grâce à une exploration quotidienne du fichier qui pourra s'effectuer en 2 heures alors que celle-ci demande 200 heures aux machines à carte perforée. Les nouvelles armoires magiques. J'ai vu nombre de Gamma 60 en action, à Paris, à Bruxelles, à Milan. Le terme machine évoque mal la chose. Un Gamma 60, c'est d'abord une vaste pièce nue et froide, comme une salle de chirurgie. Au centre, 2 hommes assis à un pupitre. Ils communiquent avec la machine au moyen du clavier d'une machine à écrire électrique. Ce clavier est tantôt actionné par le Gamma 60 lui-même, tantôt commandé par l'opérateur qui veut faire passer un message. Le Gamma 60 proprement dit est constitué par une série d'armoires métalliques disposées dans cette pièce sans ordre apparent et sans liaison visible. Les interconnexions sont souterraines. On additionne autant d'armoires qu'il le faut. Seule l'une d'entre elles, l'unité centrale, uniquement occupée à diriger, est indispensable. Cette unité centrale, contrairement au cerveau humain, peut penser plusieurs problèmes en même temps. Elle possède un nombre pratiquement infini d'inconscients, travaillant en parallèle. Tout se passe là comme si un savant pourrait réfléchir à la fois sur les problèmes de physique, de chimie, de mathématiques et de biologie. L'unité centrale groupe la mémoire rapide à tore de ferrite et un ensemble de circuits électroniques assurant le fonctionnement des éléments connectés et permettant l'exécution simultanée de plusieurs programmes. Un tore de ferrite est un minuscule objet de moins d'1 mm de diamètre. Les ferrites sont des céramiques magnétiques
capable de retenir des informations sous la forme d'une aimantation dont la présence peut être détectée. La capacité de la mémoire est déterminée en fonction des besoins. Elle peut retenir jusqu'à 200 000 chiffres environ, traités à raison de 6 chiffres tous les 10 millionièmes de seconde. Les éléments d'exécution ont pour rôle de traiter les informations. Ainsi, le calculateur arithmétique effectue sur les nombres qu'il reçoit de la mémoire centrale des opérations arithmétiques, de stocker les informations. Les rubans magnétiques peuvent contenir jusqu'à 10 millions de chiffres ou de lettres. 24 dérouleurs au maximum peuvent être associés. D'introduire les informations dans la machine, éléments d'entrée, et d'en extraire les résultats. Une installation peut comprendre plusieurs lecteurs perforateurs de cartes du modèle classique et plusieurs débiteurs de documents imprimés. Les armoires dispersées dans la pièce ou autour de l'unité centrale calculent, raisonnent, agissent et débitent à l'extérieur les documents imprimés. Les spécialistes communiquent avec elles par l'intermédiaire de l'unité centrale. Celle-ci a son propre langage interne, fait de symboles mathématiques, et une gamme de langages plus simples dont elle use pour correspondre avec l'extérieur. 1530 km de littérature à l'heure. Avec un ensemble de ce type, il est possible de diriger une banque ou une compagnie d'assurance, de classer la totalité des mots de la langue française dans une mémoire dynamique permettant de l'étudier, de traduire, d'établir des orbites pour les fusées interplanétaires, de doter finalement le cerveau humain d'un instrument de synthèse nouveau. On peut définir le traitement électronique de l'information comme un moyen de réaliser l'impossible. Des recherches que l'on osait entreprendre, des réorganisations industrielles dans lesquelles on osait se lancer, deviennent réalisables. Notre époque nous offre le spectacle d'hommes positifs penchés sur des problèmes qui relevaient de la science-fiction voici 5 ans seulement. Des banquiers s'intéressent aux mémoires électroniques, des spécialistes du langage s'occupant des codes binaires, des militaires cherchant à obtenir le calcul en plein vol de la trajectoire d'une fusée, ou l'analyse d'une explosion de bombe à hydrogène en moins d'une seconde. Toute la technique nécessaire n'est pas encore élaborée. Les moyens de communication avec la machine, c'est-à-dire les entrées et les sorties de l'information, n'ont pas encore la prodigieuse rapidité de la machine elle-même. Déjà cependant, les machines imprimantes, qui transforment en caractère compréhensible par l'homme l'information fournie par un gamma 60, peuvent produire 1530 km de papier imprimé à l'heure. L'avenir qui se dessine est encore plus fantastique. Les machines ont du caractère. Un jour de mars 1959, le jour A.L. Samuel, le docteur A.L. Samuel, savant américain, perdait une partie d'âme. Ceci marque une date dans l'histoire de l'humanité. L'adversaire du docteur Samuel était un ordinateur IBM 704. Cette machine avait été munie d'un programme du type nouveau, dit programme d'apprentissage. Au bout de 10 heures, l'IBM 704 jouait mieux que le rédacteur du programme. Les recherches en cette matière sont menées très activement en Amérique, par exemple au Cornell Aeronautic Laboratory, Buffalo. Les programmes sont difficiles à mettre au point, une équipe de savants est nécessaire pour en établir un seul. À l'Euratom, un groupe étudie une machine capable de jouer aux échecs. C'est qu'une telle machine sera aussi capable de diriger un des réacteurs nucléaires dont l'entrée en service est prévue avant 20 ans et qui produiront le courant électrique. Les machines capables d'apprendre sont douées d'une certaine personnalité et de grandes sociétés s'apprêtent à engager des pédiatres spécialisés dans la psychologie des enfants de 3 ans. Est-ce à dire qu'un tel appareil pense? Non. Mais il a un comportement. Les épées elles-mêmes et les navires à voile avaient du caractère, et leurs propriétaires leur donnaient un nom, les traitaient comme des personnes vivantes. Les voitures de course, moins complexes pourtant que les ensembles à traiter les informations, ont aussi leur personnalité, et certaines ne donnent leur maximum que conduites par tel pilote. Dès le premier outil, une symbiose s'est faite entre l'objet et son utilisateur. Elle s'est compliquée et affinée à mesure que l'outil lui-même s'est perfectionné. Les machines en colère. Le mauvais caractère des machines à penser, assez semblable à celui des enfants, se manifeste souvent. Leurs colères ont parfois une explication rationnelle. L'une de ces machines ne fonctionnait que la fenêtre ouverte. Après des mois de recherche, le constructeur finit par comprendre que le circuit de refroidissement avait été insuffisamment étudié. Fenêtre fermée, la température s'élevait et perturbait le fonctionnement de certains transistors. La leçon a servi. Le gamma 60 comporte 6 blocs frigorifiques, maintenant les organes à 14 degrés. Une autre machine se détraque lorsqu'on joue des castagnettes à proximité. Ces organes doivent être particulièrement sensibles aux vibrations. Un autre de ces ensembles aux États-Unis refusa d'accepter un programme, avec le commentaire suivant:
C'est absurde, vous avez essayé de diviser 0 par 0. Toutes les protestations ne sont pas aussi spectaculaires. Cependant, il suffit de la moindre erreur pour qu'un programme soit faux. Un grand spécialiste français, M. Jean Porte, écrit « Le premier essai d'un programme constitue un spectacle déprimant. La machine s'arrête immédiatement à l'image de diverses lampes rouges. Ou bien au contraire, elle ne s'arrête pas, le programme parcourant éternellement le même cycle d'instruction erroné. Ou bien encore, elle imprime des absurdités. Une seule faute suffit pour annuler un programme de travail. Ces fautes se produisent fréquemment lorsque la machine vieillit. Aussi, les chercheurs avancés pensent-ils sérieusement à vacciner des machines. On leur injecterait la plupart des erreurs possibles et un programme d'apprentissage en interdirait ensuite à tout jamais la reproduction. Demain, elles parleront notre langue. Contrairement au cerveau humain, la machine à traiter l'information peut être régénérée. Il suffit de remplacer les organes déficients. Elle peut donc apprendre en principe à profiter de ses erreurs. Les chercheurs travaillent dans ce sens. Leurs études portent des noms difficiles à traduire en français. Programme heuristique, programme interprétatif, cellule de hasard, machine à logique majoritaire, fonction de commutation à seuil. N'essayons pas de simplifier, c'est impossible. Disons qu'il s'agit encore de vaccination. Une erreur une fois commise ne se répétera plus. La machine se contrôlera elle-même en partant du principe que ce qu'elle a dit 3 fois dans 3 circuits différents est vrai. À la limite se dessine le profil d'une machine infaillible. Dans peu de temps, les hommes communiqueront avec ces machines, non pas au moyen de claviers électriques, mais par la parole. La machine disposera d'organes traduisant le langage humain en langage de machine, et réciproquement. Déjà des chercheurs américains, comme Anthony Oettinger, ont fait là-dessus des progrès significatifs. Des séances de brainstorming entre l'homme et la machine relèvent d'un avenir proche. Ceux qui connaissent les ensembles actuels s'attendent à affronter des machines pleines de préjugés et le traitement psychothérapique de tels appareils n'est peut-être pas du domaine exclusif de la littérature d'imagination. Contre le temps et contre l'espace. Ce problème de la communication entre l'homme et la machine requiert en ce moment l'attention. Les travaux ont pris plusieurs directions. D'une part, la recherche d'un langage nouveau permettant une communication plus sûre entre l'homme et la machine. Elle a conduit des mathématiciens comme le Hollandais Hans Freudenthal à mettre au point le Linkos, qui permettrait aussi bien de communiquer avec des psychismes différents, d'éventuels habitants des autres planètes par exemple. D'autres chercheurs concentrent leur attention sur le perfectionnement du système d'entrée dans la machine. La carte perforée, la machine à écrire, le langage humain sont des moyens lents. Si la machine pouvait recevoir de l'information à la vitesse de la télévision, c'est-à-dire aussi vite que les images apparaissent sur l'écran, elle pourrait enregistrer l'équivalent en information de autant en emporte le vent en 1 minute. Pour des projets comme celui de l'Université de Nancy, réunir tous les trésors de la langue française, vocabulaire, grammaire, œuvres majeures, à l'intérieur d'une machine, une telle célérité ne serait pas inutile. D'autres chercheurs encore se préoccupent de la sortie de l'information. La parole humaine est là aussi trop lente. Il faudrait que les machines puissent parler entre elles par téléphone dans leur propre langage. Petite parenthèse, là, Jacques Bergier, on est en 1963, il nous décrit quand même le futur fonctionnement des modems, quoi. Et les premiers systèmes ARPANET ou Internet qui fonctionnaient en branchant le téléphone sur une sorte de socle pour pouvoir faire communiquer les ordinateurs entre eux. C'est assez incroyable. Je reprends la lecture. Cette technique commence à être utilisée et l'on estime aux États-Unis que 40% des communications téléphoniques en 1965 auront lieu entre machines et non plus entre êtres humains. Dans les ensembles qui vont succéder au gamma 60, des milliers de kilomètres sépareront l'armoire centrale des unités auxiliaires. Des calculs sont en cours pour des ensembles dont l'unité centrale sera sur la Terre, tandis que les armoires secondaires d'exécution et les organes capteurs d'information se trouveront sur la Lune, Mars ou Vénus. La machine aura ainsi conquis le temps et l'espace. Le dialogue homme-machine. J'ai posé à une douzaine d'ingénieurs spécialisés dans les aspects avancés de la recherche sur les ensembles d'informations et que la compagnie Boulle a bien voulu réunir pour répondre à mes questions, une interrogation qui me tenait beaucoup à cœur. Pensez-vous qu'il y aura un jour une mémoire du monde, un grand cerveau dirigeant et dominant l'humanité, comme dans les romans de science-fiction? L'idée a paru douteuse aux ingénieurs.
À l'opposé de cette énorme centrale d'information, les spécialistes envisagent la création d'une machine individuelle à bon marché. L'homme de 1962 ne va plus de Paris à Marseille à pied, il utilise un appareil de transport. L'homme d'un très proche avenir ne pensera plus tout seul, il disposera d'un ensemble léger pour le traitement de ses informations. Ces machines seront surtout précieuses pour les savants et les ingénieurs. Elles seront personnalisées, chacun possédera sa propre machine, qui le connaîtra bien, qui le complétera, et qui connaîtra ses défauts. Elle saura par exemple qu'il a l'habitude de ne pas fournir de preuves rigoureuses parce qu'il n'aime pas manipuler tel symbole mathématique, et elle le suppléera. La machine utilisera sa propre patience illimitée pour donner au travail du savant infini une rigueur, un style qu'il n'aurait pas normalement. Si dans cette perspective, la machine doit beaucoup donner à l'homme, celle-ci doit lui apporter beaucoup. Celui-ci doit lui apporter beaucoup. La collaboration étroite homme-machine permettra à cette dernière de concevoir des idées générales, de découvrir la notion de catégorie, de développer son pouvoir d'abstraction. On a déjà baptisé ces hommes aptes à travailler avec les machines, ce sont des programmeurs. On trouve un certain nombre de programmeurs prodiges, mais dans l'ensemble, l'enseignement et l'instruction traditionnelle n'orientent guère les hommes vers l'imagination appliquée dont nous aurons désormais besoin pour assurer le progrès par ce couple homme-machine. Les miroirs devraient bien réfléchir. La technique bute aujourd'hui sur la mémoire de ces ensembles électroniques. Les mémoires industriellement utilisées sont magnétiques. Les informations qu'elles recèlent sont accessibles en quelques microsecondes. Cependant, ces mémoires, aussi extraordinaires qu'elles soient, ne satisfont plus les spécialistes. Ils cherchent à réaliser des miroirs où puissent se loger des milliards d'unités d'informations. Quelques-unes de ces mémoires expérimentales de laboratoire évoquent les contes de fées. Ainsi, le miroir qui se souvient, inventé pour le compte de la marine américaine par K. Kalman et J. Reinert, est une plaque composée de cristaux spéciaux. Elle absorbe tout ce qu'elle a vu, même dans l'obscurité complète, car elle enregistre ces images sous l'effet de rayons infrarouges produits par la chaleur émanant de tout objet. C'est réellement le miroir noir des vieilles légendes, celui dont Cocteau dit qu'il devrait réfléchir avant de renvoyer l'image. Et il réfléchit, en effet. D'autres mémoires utilisent les électrons eux-mêmes. Leur rotation dans les atomes permet d'enregistrer les informations. C'est peut-être ainsi que fonctionnent les molécules qui transmettent l'hérédité. Certaines mémoires encore utilisent la matière refroidie au voisinage du zéro absolu. D'autres enfin sont de véritables bibliothèques. La bibliothèque automatique de l'IBM contient 1 million de pages par unité et l'on peut ajouter des unités en nombre illimité. Dans chaque unité, le document cherché est mis au jour en 1 seconde et photocopié en 5 à 10 secondes. À la limite, la construction d'une mémoire capable de contenir toutes les informations qu'un être humain a amassées dans sa vie n'est qu'une question d'argent. C'est le temps retrouvé de Proust. Toutes ces mémoires sont statiques. Elles ne se modifient pas, ne changent pas de nature, ne se colorent pas, comme l'insondable et mystérieuse mémoire humaine. Cependant, des mémoires dynamiques sont sérieusement envisagées. Les enregistrements bougeraient, agiraient les uns sur les autres, se transformeraient. Aucun de ces ensembles n'existe déjà, à ma connaissance, mais leur théorie est en cours d'élaboration. Petite parenthèse, c'est incroyable parce qu'effectivement, on a actuellement dans les ordinateurs de la mémoire RAM dynamique. C'est assez incroyable qu'il ait parlé de ça avant même que ça soit sorti sur le marché. Je ne sais pas du tout de quand ça date, la mémoire dynamique, mais peut-être des années 90, je ne sais pas. Une prise à savoir. La machine individuelle, solution logiquement inscrite dans le futur, et la possibilité de liaison directe entre des organes séparés par des milliers de kilomètres, annonce la prise de calcul qui serait analogue à une prise de courant. Chaque entreprise, chaque laboratoire, de nombreux appartements disposeront d'une prise de calcul, c'est-à-dire d'un téléphone ou d'une machine à écrire électrique qui servira à poser des questions auxquelles répondront des ensembles installés à grande distance. Par l'intermédiaire d'une telle prise de calcul se traiteront aussi bien des problèmes scientifiques, industriels et commerciaux que des problèmes d'investissement ou de budget. Là, pour moi, il parle d'Internet, avec une prise murale, que ce soit la fibre ou prise téléphonique. Et aujourd'hui, on peut aller sur son ordinateur et consulter les archives du monde. C'est un petit peu ça. On ne conçoit pas en 1963 de laboratoire sans prise de courant électrique, d'air comprimé, de vide. On ne concevra bientôt plus de laboratoire sans prise de calcul.
Les réseaux factureront automatiquement le nombre d'heures de calcul, comme des appareils facturent aujourd'hui le kilowattheure et le mètre cube de gaz. L'isolement du chercheur aura définitivement cessé. Chacun pourra participer aux résultats de tous les autres. Chacun obtiendra automatiquement la vérification de ses idées. À partir d'un certain niveau dans la hiérarchie de la recherche, le savant disposera, outre la prise de calcul, d'une machine personnalisée apte à l'aider dans sa réflexion. C'est, je pense, vers une telle vision qu'il convient de tourner le regard, l'homme trouvant dans la machine un moyen d'élargir et d'accélérer sa propre pensée, et non pas l'humanité s'en remettant à quelques super cerveaux artificiels. À la vision fantastique mais sombre du savant militaire Roger McGowan, que nous analysons dans ce même numéro de Planète, nous tenons à opposer une conception humaine et dynamique qu'un technicien d'électronique définissait dernièrement dans une revue spécialisée en quelques phrases superbes. Dès à présent, entre l'homme et l'univers, entre l'univers qui déborde de possibles et l'homme avide d'apprendre, les circuits tissent le réseau d'une volonté commune d'apprentissage. Jacques Bergier. Donc, comme je vous ai déjà dit, cet article de 1963, début 1963, est impressionnant et nous montre que Jacques Bergier était à l'époque à la pointe des avancées techniques et qu'il était par ailleurs très bien renseigné non seulement en matière scientifique, mais il l'était en plus sur bien d'autres domaines. Bon, il était sûrement aidé par sa mémoire eidétique, une mémoire prodigieuse visuelle, hein, c'est-à-dire que il se souvenait de tout ce qu'il avait lu, je crois, dans sa vie, et il pouvait citer des passages entiers de tout ce qu'il avait lu, et il lisait également très rapidement. Enfin voilà, un homme assez exceptionnel. A bientôt pour la nouvelle vidéo.